C'est un peu prétentieux parce que Beethoven, on dit que c'est un géant de la musique. Or, ramener un géant à 3/4 d'heure, 1 heure de communication, c'est un petit peu juste. Mais enfin bon, on va faire pour mieux. Et surtout, j'ai limité quand même le discours du Testament d'Heiligenstadt à la 9e symphonie. Le Testament d'Heiligenstadt, c'est une pièce maîtresse dans l'œuvre de Beethoven. Elle se situe pas à la moitié, mais un peu plus que la moitié de sa vie. Beethoven est né en 1770, il est mort en 1827, ce qui fait 57 ans, et il avait 30 ans, 32 ans exactement, quand il a écrit son fameux testament. Il faut le dire, ce testament qu'il a écrit, il ne l'a pas envoyé. En fait, on l'a retrouvé quasiment sur la fin de sa vie, à sa mort, dans la doublure de sa veste, avec une lettre d'ailleurs, une lettre d'amour à une de ses bien-aimées. Mais en fait, il l'avait écrit, et c'est très intéressant, on va l'entendre maintenant, parce qu'il nous donne beaucoup d'indications. Ça se situe juste après les débuts, 6 ans exactement après les débuts de sa surdité. Et pour comprendre ce testament, il faut savoir qu'il a abandonné l'idée de faire carrière de virtuose, il était excellent pianiste. Malheureusement, comme il n'entendait plus, de moins en moins bien, disons, il a vu que son avenir était compromis. On a perdu un interprète, mais on a gagné un compositeur. Et pour nous, évidemment, c'est plus intéressant que l'interprète, parce que l'interprète, quand il est mort, on n'a plus rien. Surtout à cette époque où il n'y avait pas de disque, pas d'enregistrement. Ce testament, il est dû à la déception de ses problèmes de surdité, je disais, mais aussi à la déception vis-à-vis de son frère, Karl. Il a 2 frères, Karl et Johann, et aussi à un de ses amours, Giulietta Guicciardi. Elle est aussi une comtesse autrichienne, connue pour avoir été l'élève de Beethoven. D'ailleurs, presque toutes les femmes dont il est tombé amoureux étaient ses élèves. Alors, c'est à cette femme qu'il dédie sa fameuse sonate au clair de lune. Je ne vous la fais pas entendre parce que tout le monde la connaît, elle est tellement célèbre. Par contre, vous allez entendre une chose très importante, c'est le testament d'Heiligenstadt. Il est dit ici par un de mes amis, qui est Alain Carré, qui est un acteur, un comédien, et qui a une voix assez intéressante, et vous allez voir une de ses photos après, on pourrait presque penser que c'est Beethoven quand il lit ce testament. Et ce testament a une particularité, c'est qu'il est destiné pour mes frères Karl et Johann. Mais, à la place de Johann, il y a une parenthèse. Et il n'y a pas de nom. Très souvent, on dit pour mes frères Karl et Johann, mais en fait, il n'a pas écrit Johann. Alors, les psychiatres, comme il y en a quelques-uns chez nous, tout au moins un, eh bien, il pourrait se pencher sur la question parce qu'on n'en va pas élucider pourquoi il a supprimé ce prénom. Alors qu'il écrit pour mes frères. Donc, comme il a 2 frères, c'est forcément Johann. Que signifie l'absence de prénom? Il y a évidemment des hypothèses qui ont été émises. On écoute ce testament. C'est un petit peu long, ça va faire quelques minutes, mais soyez attentifs parce qu'on a presque toute la clé de Beethoven là-dedans. La technique, c'est bien quand ça veut marcher. Beethoven. Vous qui pensez que je suis un être haineux, obstiné, misanthrope, ou qui me faites passer pour tel, combien vous êtes injuste. Vous ignorez la raison secrète de ce qui vous paraît ainsi. Dès l'enfance, mon cœur, mon esprit inclinaient à ce sentiment délicat, la bienveillance. J'étais toujours disposé à accomplir de grandes actions. Mais n'oubliez pas que depuis bientôt 6 ans, je suis atteint d'un mal pernicieux que l'incapacité des médecins est venue aggraver encore. Déçu d'année en année dans l'espoir que mon état s'améliore,
Forcé enfin d'envisager l'éventualité d'une infirmité durable dont la guérison exigerait des années en admettant qu'elle fût possible, doué d'un tempérament ardent et actif, porté aux distractions qu'offre la société, je me suis vu contraint de bonne heure à m'isoler, à passer ma vie loin du monde, solitaire. S'il m'est arrivé parfois de vouloir ignorer tout cela, la triste expérience que je faisais alors de mon ouïe perdu venait durement me le rappeler. Et pourtant je ne pouvais encore me résoudre à dire aux hommes, parlez plus haut, criez, je suis sourd. Comment avouer la faiblesse d'un sens qui, chez moi, devait être infiniment plus développé que chez les autres, d'un sens que j'ai possédé autrefois dans une perfection telle que bien peu de musiciens l'ont jamais connue. Non, je ne le puis pas. Aussi pardonnez-moi si, comme vous le voyez, je me retire aujourd'hui du monde, alors qu'auparavant je m'y mêlais volontiers. Je suis d'autant plus sensible à mon infortune qu'elle me fait méconnaître de tous. Il ne m'est plus permis de chercher un délassement dans la société de mes semblables. Fini le plaisir des entretiens agréables et de nature élevée, fini les épanchements. Complètement seul ou presque, je ne puis fréquenter le monde que dans la mesure où l'exige l'absolue nécessité. Il me faut vivre en proscrit. Si je m'approche d'une société, aussitôt je me sens pris d'une angoisse terrible, dans la crainte où je suis d'être exposé au danger qu'on remarque mon état. Il en fut ainsi pendant ces 6 mois que j'ai passé à la campagne. Mon médecin très sensé, me priant de ménager mon ouïe le plus possible, prévint, pour ainsi dire, mon penchant personnel encore qu'entraîné par mon esprit sociable, j'y ai cédé quelquefois. Mais quelle n'était pas mon humiliation si quelqu'un à côté de moi percevait les sons lointains d'une flûte et que je n'entendais rien, ou les chants d'un berger et que je n'entendais rien non plus. Pareils incidents me jetaient au seuil du désespoir. Pour un peu, j'aurais mis fin à mes jours. C'est l'art, et lui seul, qui m'a retenu. Il me paraissait impossible de quitter ce monde avant d'avoir donné tout ce que je sentais germer en moi. Ainsi je végétais, prolongeant une existence misérable. Combien misérable en vérité est ce corps, d'une sensibilité telle que tout changement un peu brusque peut me faire passer du meilleur état de santé au plus mauvais. Patience. Il s'agit, paraît-il, de te prendre pour guide, c'est fait. Ma résolution sera durable, je l'espère. Je tiendrai jusqu'à ce qu'il plaise aux parcs inexorables de trancher le fil de ma vie. Peut-être irai-je mieux, peut-être non. Je suis résigné. Dans ma 28e année, me voir déjà dans l'obligation de devenir philosophe n'est pas chose aisée. Pour un artiste, c'est plus dur encore que pour un autre homme. Divinité, tu vois d'en haut le fond de mon cœur, tu le connais. Tu sais bien que l'amour de l'humanité, le désir de faire le bien l'habite. Ah, vous qui écoutez ceci, voyez comme vous avez été injuste pour moi, et que le malheureux se console en rencontrant un... Vous avez entendu, il a pensé au suicide à ce moment-là, et il répond, c'est l'art qui m'a sauvé. C'est l'art qui m'a sauvé, avec l'intention d'avoir encore beaucoup de travail à accomplir. Et c'est ça qui est le plus important quand on lit son texte, c'est qu'il va rester 25 années, puisqu'en 1802, il meurt en 1827, il reste 25 années à vivre, qui verront l'éclosion des plus grands chefs-d'œuvre. Alors si vous voulez, avant d'arriver à cette partie, quelques préliminaires quand même pour parler de Beethoven. Il y a des papiers ici et là, rassemblez-les et faites-en le meilleur usage, mais tenez-vous en tout point à la stricte vérité. Je vous entends tous deux responsables. Ces méthodes, ce sont Lidmor qui s'adresse à Schindler et à Brochnik. Qui sont-ils, ces deux personnes? Eh bien, Stéphane von Brochnik est né à Bonn
donc il le connaît déjà de Bonn, il est né 4 ans après Beethoven, il est fonctionnaire, il est aussi librettiste allemand, et c'est un ami de Beethoven, et il l'a désigné comme son exécuteur testamentaire. Félix Anton Schindler, il est un des premiers biographes de Beethoven, de sa vie et de son œuvre. Beethoven est sourd à partir de 1820, 1819, disons, il ne peut plus communiquer, et alors c'est le début des cahiers de conversation pendant pratiquement 9 ans, 8 ans, jusqu'à sa mort. C'est-à-dire 8 années. Il écrit pendant ces 8 années plus de 400 cahiers. Ça vous donne, c'est énorme, 400 cahiers. Sur les 400 cahiers, 264 pour être précis ont été détruits, les 2 tiers, par celui qui était un des biographes, Anton Felix Schindler. Alors, c'est un peu dramatique, et on peut se demander pourquoi. Certainement parce qu'il voulait créer une image de Beethoven, image qui pouvait lui convenir, et pour faire son Beethoven à son idée. Une petite précision, on dit Ludwig van Beethoven, ou Beethoven. Ce n'est pas un titre de noblesse, contrairement à ce qu'on pourrait croire, car en Allemagne, un titre de noblesse c'est von, V-O-N, von, Herbert von Karajan par exemple. Lui, il est d'origine de Malines, une famille roturière de Malines en Belgique. Son père est musicien et ténor à la cour. Il veut faire de son fils un nouveau Mozart. Il n'y réussit pas, car seulement capable de brutalité, de autoritarisme. Sa mère est douce et effacée. Par contre, elle est très aimée de ses enfants. Beethoven donc est né en 1770 à Bonn. Il meurt en 1827 à Vienne, donc il passe de l'Allemagne à l'Autriche, soit une vie de 57 années. On le fait passer pour le fils naturel du roi de Prusse, Frédéric Guillaume III, ce qui n'est pas pour lui déplaire. Et il contrarie quoi, en fait, c'est une légende. Il a 2 frères, Karl, qui est né 4 ans après lui, et Johann, qui est né 6 ans après lui. 4 autres enfants, mais qui sont tous décédés. Il y a des problèmes à la famille, évidemment, puisque le père est alcoolique. Il ne va pratiquement pas à l'école, mais très tôt il se met au piano. Et parallèlement à une éducation générale qui est assez peu développée, il devient l'élève de Christian Gottlieb Neff, qui lui fait découvrir le clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. On retrouve cet ouvrage chez tous les compositeurs. Les lecteurs annonçant la mort de Beethoven, père, parlent en ces termes. Beethoven est mort. C'est une perte sérieuse pour l'impôt sur les boissons. C'est vous dire, s'il devait consommer. Voilà une photo des parents de Beethoven, le père et la mère. C'est sûr que il avait, disons, il était d'une descendance un peu difficile. Son grand-père était pas mal, mais le père, malheureusement, enfin, tout le monde sait que l'alcool détruit, et je crois que ça l'a beaucoup détruit. Il a 12 ans, il compose ses premières œuvres, 9 variations pour clavecin en ut mineur sur une marche de Dressler. Vincent Denis, compositeur français qui découvre la partition, dira que ce sont des devoirs ou des esquisses sans intérêt authentique. Il n'a absolument pas perçu, lui, le génie du compositeur, même s'il était jeune et même s'il s'attendait une certaine, évidemment, démarche de travail d'apprentissage. Franz Gerhard Wechner est aussi un des premiers biographes. Beethoven a 15 ans, il est à ce moment-là organiste de l'électeur Max Franz. Il est aussi le chef de famille à 15 ans. Puisque son père est alcoolique, c'est lui qui doit assumer la charge de ses 2 frères, qui ont à ce moment-là 10 ans et 8 ans. Mozart, qui aura l'occasion de l'entendre, dira ceci. Faites attention à celui-là, il faudra parler de lui. Lui, il avait bien découvert, il avait bien remarqué l'importance du personnage. Beethoven est un révolutionnaire jusqu'au fond de son âme, on le verra à plusieurs occasions. Un événement très important. En 1792, il a 22 ans. Cette année, donc il est toujours à Bonn, il rencontre Joseph Haydn lors d'un passage de ce dernier à son retour d'Angleterre. Haydn est impressionné à la lecture d'une cantate, mais il en voit aussi les carences.
Il invite alors le jeune Beethoven à Vienne pour suivre des études sous sa direction. Il mesure déjà bien chez lui. Vous avez beaucoup de talent et vous en acquérez encore plus, énormément plus. Vous avez une abondance inépuisable d'inspiration. Vous aurez des pensées que personne n'a encore eues. Vous ne sacrifiez jamais votre pensée à une règle tyrannique, mais vous sacrifierez les règles à vos fantaisies, car vous me faites l'impression d'un homme qui a plusieurs têtes, plusieurs cœurs, plusieurs âmes. Haydn en 1793. Beethoven a 23 ans. Quel compliment! En 1797, lors d'un séjour à Berlin chez Frédéric de Guillaume Ier, roi de Prusse, si vous connaissez ce roi, on retrouve ses photos, il pesait 125 kilos. Donc c'est vous dire, on distingue bien certains. Il ressent les premiers symptômes de la surdité. Devenu organiste adjoint à la cour du nouvel électeur Max Franz, il est remarqué par le comte von Feinstein, qui l'emmène à Vienne au cours de l'année. Et c'est là qu'il va travailler avec Joseph Haydn. On va écouter un petit extrait de la sonate pathétique, qui montre bien à la fois le drame, elle est pathétique, c'est bien le mot, de ce jeune homme qui est tourmenté, qui ne sait pas encore bien où il va aller pour sa vie, il ne sait pas encore ce qu'il va faire, il faut reconnaître qu'il n'est pas aidé par son père. Elle termine en 1798, elle a un caractère passionné, bien déterminé. Et c'est Guy Américain qui est au piano. Deuxième mesure. Pour nous aussi, certes, Beethoven est un homme de génie, mais pas dans le même sens. Il faut le voir dans sa vraie misère, surtout sur la fin de sa vie, mais aussi dans sa vraie grandeur, et voir son évolution. Ses ennemis, c'est très important ça, il croyait qu'il avait beaucoup d'ennemis, mais en fait, il les créait lui-même dans son imaginaire. Bach est un musicien de la perfection. Beethoven est un musicien de la passion, du dépassement. Ces dernières œuvres s'adressent à l'esprit. Et Bach, quand il est mort, quand il était en poste à Leipzig, au moment où il est mort en 1750, on avait déjà nommé son successeur. C'est dire si on attachait peu d'importance à ce compositeur. Et il est mort presque aussi dans la misère. Mozart, vous savez tous l'histoire, vous avez tous vu la gravure, où est le seul personnage, le seul vivant qui suit Mozart son cercueil, c'est un chien. Donc pareil, il est mort aussi dans la misère. Beethoven, qui se croyait très mal aimé, ça sera la conclusion tout à l'heure, il y avait 30 000 personnes, même plus, à son enterrement. Plus que pour les rois, les empereurs d'Autriche. C'est vous dire quand même. Mais il était, surtout de plus en plus avec son audition, il était vraiment séparé un petit peu du monde, mais pas complètement quand même. Il a deux élèves importants, Ferdinand Ries, et surtout quelqu'un que vous connaissez bien, ceux qui ont fait un peu de piano, Karl Czerny, qui a écrit des fameuses études que tous les pianistes ont jouées. En 1796, il ressent les premiers symptômes d'acouphène, donc c'est 6 ans avant le testament, et il deviendra en 1820, donc 7 ans avant sa mort, 7-8 ans.
Peur d'affronter le public, il se referme sur lui. Il vit une prodigieuse évolution, même en se faisant traiter de misanthrope. En 1801, il souffre de diarrhée, de maux de tête et aussi de l'aggravation de la surdité. Plus que tout, il est nécessaire donc de chercher l'homme, le surhomme, dans le surhomme, chercher la vérité en cherchant l'homme qui se cache derrière le héros. Faisons le point rapidement sur sa vie amoureuse. Elle est très compliquée, le moins qu'on puisse dire. Il avait une très haute idée de la femme idéale et de la vie à deux. Par ailleurs, évidemment, vous dites bien que la maladie n'a rien arrangé. Jamais il n'a pu concrétiser une liaison. Beaucoup de ces femmes furent ses élèves, je l'ai dit tout à l'heure, et un certain nombre ont inspiré des œuvres. Difficile de dire si elles étaient amoureuses de l'homme, de sa musique, de sa notoriété naissante. Mais elles se marièrent toutes avec d'autres hommes beaucoup plus riches que lui, et je vous ai dit, Beethoven était roturier, et ça sans aucun doute, n'étant pas de la même classe, ça lui a fait beaucoup tort. Alors parmi celles-ci, Joséphine de Brunswick et sa sœur Thérèse, la comtesse Giulietta Guicciardi, à qui il dédicacera, je vous l'ai dit tout à l'heure, la sonate au clair de lune. La comtesse Anna-Marie Erdődy, à qui il dédiera 2 trios et 2 sonates, rien que ça. Voilà. C'est celle que je viens de vous citer juste avant, la comtesse Giulietta Guicciardi. C'est elle avec laquelle il a eu plus de relations. Amalie Sebald, Anthony Brentano. En 1812, Joséphine de Brunswick, dont je vous ai parlé au début, se sépare de son mari, qui est un homme brutal et ruiné, et accompagne Beethoven à Prague. Les mauvaises langues, il y en avait déjà à l'époque, disent que la fille qu'elle aura 9 mois plus tard est de Beethoven. Mais son mari l'obligera à intégrer le poids conjugal, et elle mourra en 1821 à 42 ans. Il y a cette fameuse lettre à l'immortel bien-aimé, dont je vous ai parlé dans le testament au début, là, retrouvée dans son habit en même temps que son testament, mais dont on ignore la destinataire. Les amours de Beethoven sont donc complexes et pleins de mystères. Il y en a peut-être d'autres avant le départ derrière lui. La lettre à Élise provenant de Giulietta Guicciardi, mais aussi à Thérèse de Brunswick. En effet, en 1865, le musicologue se penche sur les partitions et voit fort, qui veut dire en anglais pour, suivi d'une pâtée d'encre et les 2 dernières lettres d'un prénom, S-E. Il en conclut et l'appellera Élise, d'où le nom lettre à Élise. Mais ça peut être aussi Thérèse. Mais laquelle Thérèse? Il y en a plusieurs. Donc voilà aussi encore une inconnue. La réponse, donc ça ici, on arrive au testament maintenant, que je vous ai entendu au début parce que c'est la pièce maîtresse. Et après le testament, finalement, où il dit que la musique l'a sauvé, eh bien, ça va être la période de la grande création. On pourrait dire presque la naissance de Beethoven, même s'il a écrit 2 œuvres intéressantes avant. Dans son état mental de Beethoven, voilà pour nos confrères qui sont médecins, le docteur Fernand Vielle, se basant sur les confidences de Beethoven à propos de sa surdité, établit le diagnostic suivant. Nous avons affaire à une otite sèche, survenue chez un individu de 26 ans. Quelle pourrait être la cause? Des époux aliénés ou consanguins ont souvent des enfants sourds, mais cette surdité est la plupart du temps congénitale, et d'autre part, les parents de Beethoven ne remplissaient pas ces conditions. Mais le père de Beethoven était un alcoolique, un athéromateux. Je pense que vous savez ce que c'est le sens de ce mot. N'est-il pas plus simple alors de supposer que le fils hérita de l'artériosclérose du père et que cette maladie ne fut une otite sèche sclérotique? Mais l'évolution continua sans rémission puisque la surdité semble avoir été complète en 1814, c'est-à-dire au bout de 18 ans. Et c'est le professeur, le docteur Fernand Vielle, qui écrit ça à Lyon, c'est intéressant, en 1905. Un autre docteur, le docteur Barrage, qui a fait 3 rapports à l'Académie des sciences, a pu établir qu'en 1801, juste avant le testament où Beethoven ne possédait plus, que 40% de son audition normale. Du côté de mes oreilles, pendant que je suis au piano, cela apaise le bruissement pénible de mon ouïe malade.
Ça, c'est Beethoven qui écrit ça dans ses carnets intimes. Il innove dans la forme comme dans le fond, où il veut couler sa pensée nouvelle, confirmant ainsi ce qu'écrivait Joseph Haydn. Il conçoit l'héroïque et la passionata, deux pièces majeures. Sa surdité n'a pas que des effets négatifs. Il est en recherche de sa propre musique. Il entend de moins en moins, il a abandonné sa carrière de pianiste. Il se soucie de moins en moins des difficultés techniques. Comme c'est plus lui qui joue les partitions, il passe un peu au-delà des difficultés. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'il a le souci de développer les capacités techniques, mais aussi de développer les formes. Ça ira jusqu'à la 9e symphonie qui va révolutionner, qui est un grand monument dans l'histoire de la musique. Deux idées le hantent, celle de la mort et celle du héros. On dit Beethoven misanthrope, mais ce n'est pas vrai du tout. Il souffre de son isolement, tout simplement. Voilà le témoignage de Ignaz von Siegfried, qui est un de ses amis, quand il était jeune. C'est-à-dire en 1802 et en 1808, nous habitions tous deux dans la même maison. Nous nous voyions presque tous les jours, menant la vie de garçons, allant au même restaurant et passant d'inoubliables heures à bavarder en camarades intimes. Car Beethoven était alors enjoué, aimant la plaisanterie, jovial, de bonne humeur, heureux de vivre, caustique et souvent même satirique. La maladie ne l'habitait pas encore, et la perte du sens, si indispensable à un musicien, n'avait pas encore assombri sa vie. Le grand Beethoven va s'affirmer avec tous ses chefs-d'œuvre. Et une petite parenthèse, souvent, comme 10 ans, 10, 15 ans, même à la fin de sa vie, il a écrit dans des grandes partitions, et il était sourd. Mais je pense que tout le monde sait que quand on est sourd, on entend la musique en soi, on entend comme quelqu'un qui ne parle pas, quand il écrit un livre, il entend il comprend ce qu'il écrit sans être obligé de dire à haute voix. C'est pareil pour un musicien, il n'est pas obligé de jouer et d'entendre ce qu'il joue, il l'entend lui-même. Jusqu'à un certain point, évidemment, parce que c'est ce qu'on appelle l'oreille intérieure, faut-il encore que cette oreille intérieure, elle fonctionne. Et c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'on pense que sur la fin de sa vie, cette oreille intérieure, elle s'est dégradée. Mais ça, seulement sur la fin. Ce qui explique que Beethoven était jovial, était joyeux, simplement, il ne pouvait pas parler. Alors c'est l'époque des grandes symphonies. La marche funèbre de la sonate opus 26 et celle de l'héroïque sur la mort de héros en témoignent. Les héros étant bien plus Beethoven que Napoléon. En effet, cette musique est révolutionnaire, inspirée par des sentiments qui habitent depuis longtemps le cœur de Beethoven. Cette troisième symphonie restera la préférée de Beethoven. En 1817, le poète Püffner lui demanda laquelle il préférait, et il répondait catégoriquement la troisième, l'héroïque. Cette symphonie héroïque, eh bien, il l'a dédiée à Bonaparte. D'après Ries, Beethoven avait eu pour sujet de sa pensée Bonaparte, alors qu'il était encore premier consul. Jusqu'à ce moment, Beethoven avait une grande estime, l'égalant au plus grand consul romain. Mais, il renonce à cette dédicace lorsqu'il apprend que le premier consul s'est fait couronner empereur. La symphonie est finalement dédiée à la mémoire d'un grand homme, à un héros, bien qu'elle ait été par la suite dédiée au grand mécène du compositeur, le prince Lobkowitz. Cette symphonie est une des œuvres les plus populaires de Beethoven. Le compositeur lui-même l'a préférée à toutes les autres symphonies. En outre, elle est considérée comme annonciatrice du romantisme musical. Composée en 1802, donc oui, l'année du Testament, il mettra 2 ans et elle sera donnée en 1804 chez le prince Lobkowitz. Puis la première audition publique a lieu en 1805 au théâtre Anne d'Ervin, qui est un petit théâtre qui existe toujours à Vienne et où sont données beaucoup des œuvres, des créations. Par exemple, La Flûte enchantée de Mozart a été créée dans ce théâtre. Composée en 4 mouvements, elle fit l'impression très forte de longueur. Romain Rolland parle de l'austérité de la musique. Beethoven aurait dit en 1821, en apprenant la mort de Napoléon, il y a 10 ans que j'ai écrit la musique qui convient à ce triste événement. Voici une intervention de Nicolas Sarmencourt avec l'Orchestre d'Europe.
C'était donc un extrait de la marche, le deuxième mouvement, plus exactement, la marche funèbre. Il écrit à ce moment-là aussi, tout au long de sa vie, il a ses fameuses sonates, 32 sonates qu'il va écrire. Il écrit la sonate 21, dédiée au comte Waldstein. Je vous ai dit, le comte Waldstein, c'est celui qui l'a emmené à Vienne, de Bonn à Vienne, pour aller chez Haydn. Il écrit aussi le triple concerto pour violon, violoncelle et canon. Et le 28 décembre 1808 est une date importante, donc 6 ans après le Testament. C'est la 5e symphonie, celle que l'on écoute le plus souvent. Selon Czerny, le thème initial est imité du cri de Loriot, mais selon Schindler, qui rapporte les propos de Beethoven lui-même, c'est le destin qui frappe à la porte. Tout le monde la connaît, pa-pa-pa-pam, pa-pa-pa-pam, ou comme dirait mon ami au fond, la pince à linge, c'est la parodie de Francis Blanche, vous connaissez tous. Cette œuvre a été mise justement très populaire, elle a été mise à toutes les sauces. Le compositeur a dédié l'œuvre au prince Lobkowitz et au comte Razumovsky, à qui il dira d'ailleurs aussi la 6e symphonie. Ce comte est un diplomate russe qui avait commandé des quatuors à Beethoven. C'est l'une des plus populaires du répertoire. Les premières esquisses remontent à 1800, donc, oui, avant le Testament. Donc elle a été composée pratiquement pendant la période du Testament. Au même concert, tenez-vous bien, il y avait la 5e symphonie, le destin, la 6e symphonie, la pastorale, la fantaisie pour piano, chœur et orchestre, celle qui se termine par une préfiguration de l'hymne à la joie, les extraits de la messe en majeure, le concerto pour piano numéro 4. Jamais il ne viendra l'idée de donner un concert comme ça, c'est un concert fleuve pour l'époque. L'accueil fut mitigé, vous dire, de Schindler, car il manquait certainement une compréhension aux auditeurs, et de plus, l'exécution fut certainement imparfaite, vu l'importance du programme. Ce n'est que quelques années plus tard que la 5e connut un succès, il ne se démontera plus. Ce qui frappe le plus, c'est la venue dans l'orchestre d'instruments de plein air, ou de la musique militaire, comme la flûte piccolo, le contrebasson, le trombone. Les coups frappés du thème principal ont donné lieu à de nombreuses interprétations et légendes, ainsi qu'au titre Symphonie du destin. Beethoven aurait donné l'explication suivante un jour: c'est ainsi que le destin frappe à la porte. Rien ne permettrait que cette explication est vraie, même si elle correspond bien au caractère de toute la symphonie. Les romantiques ont parlé d'un combat saisissant, obstiné et désespéré. C'est allegro, le premier mouvement, tourne évidemment autour de ce rythme, et il va être développé, et c'est ce que Beethoven sait très bien faire, c'est-à-dire à partir d'une cellule, en l'occurrence rythmique ici, il va développer tout un mouvement avec quelques notes, 4 notes. Beethoven se révèle un maître du travail thématique, et il s'est suscité une grande tension dramatique. Puis il va y avoir la symphonie pastorale qui va arriver, qui va être aussi dédiée au prince Lobkowitz et au comte Razumovsky. L'œuvre est créée en 1808 au théâtre d'Albertville, toujours, et elle sera jouée au nom de la 5e, c'est pour ça que c'est le même dédicataire. Voilà. D'après Czerny, le thème initial s'inspirait. Ah ben non, ça va, on va écouter maintenant un extrait de la 6e symphonie. On sait que Beethoven aimait la campagne. J'aime mieux un arbre qu'un homme, aurait-il dit. C'est une musique particulièrement heureuse. Schindler, se promenant avec Beethoven dans la campagne en 1823, lui montre le paysage qui l'aurait inspiré. Nous traversâmes la charmante vallée entre Heiligenstadt et un dernier village. Il demanda si j'entendais parmi les chants d'oiseaux celui du loriot. Il me dit que la scène du torrent fut écrite là, à cet endroit, et que les loriots, les rossignols ainsi que les coucous étaient ses collaborateurs. La symphonie pastorale n'est pas un tableau. On y trouve exprimées en nuances particulières les impressions que l'homme goûte à la campagne. C'est Beethoven qui écrit ça dans ses carnets intimes. On va écouter le premier mouvement de cette symphonie, et si vous connaissez Vienne, il y a la ville d'Eisenstadt, où il aimait beaucoup aller très souvent, là où il a écrit son testament, mais c'est là aussi où on peut se promener, il y a des chemins magnifiques qui longent un petit ruisseau, si l'on peut dire, et qui sont propices, j'allais dire, à la méditation. Maintenant, Eisenstadt est pratiquement rattaché à Vienne. À l'époque, c'était
disons comme Saint-Cyr, Saint-Dumont-d'Or, mais l'agglomération grandissant, ça se trouve presque un quartier de Vienne. Donc voici un extrait du premier mouvement de la symphonie pastorale. Le fameux chemin de la 6e symphonie de la pastorale. Je ne sais plus si on l'appelle le sentier Beethoven ou le sentier de la 6e, je crois. Beethoven. On est déjà, oui, on est dans le romantisme. Après, c'est un petit peu plus loin, on n'a pas assez de temps pour écouter, mais vous connaissez tous que il y a les oiseaux, coucou en particulier, on le reconnaît facilement. D'autres grandes œuvres parallèlement, le concerto pour piano numéro 4, la fantaisie chorale pour piano, chœur et orchestre, celle justement où à la fin qui termine par un passage choral où on entend les prémices de l'hymne à la joie. Deuxième de la messe en mi mineur, enfin deux parties plus exactement. Beethoven, après ce moment de désespoir, va se ressaisir. Il n'a pas fini de ressentir son drame intérieur, mais il fait face. Quand il rentre à Vienne fin octobre, début novembre, personne ne se doute des sueurs d'angoisse qu'il a vécues. Beethoven a décidé de vivre pour son art, comme il a dit dans son testament, et il veut le prouver. 1803, 1804, 1805, plusieurs sonates, la 21e, la 22e, la 23e, toutes des sonates extraordinaires. La 21e était liée au comte Weinstein, le protecteur de Beethoven à Bonn. Lui qui l'avait emmené, je vous l'ai dit, à Vienne. 1805-1806, on a toutes les péripéties autour de l'opéra Fidelio, qui avait changé de nom, c'était l'époque fixée au début, Léonore. En 1805-1806, le 4e concerto pour piano, en sol majeur, les trios, la fantaisie pour piano, dont je l'ai dit tout à l'heure, et on arrive au 5e concerto pour piano, dit l'empereur. Vous savez que Beethoven a écrit 5 concertos. Or, ce 5e concerto, il est écrit en 1809, donc il lui reste presque 20 ans à vivre. Et on pourrait penser qu'il écrive d'autres concertos. Non, ça s'explique probablement parce que Beethoven cherche chaque fois à gravir une marche quand il écrit une œuvre. Il n'écrit pas une œuvre, puis une autre pareille, puis une autre pareille. Donc chaque fois, il essaye de trouver quelque chose de supplémentaire. Ça, c'est très important pour le comprendre. Et si on l'avait pas retenu, il aurait probablement détruit les 4 premiers concertos, pensant que le 5e était ce qu'il avait écrit de mieux. Et il en a écrit après, parce que, tout simplement, il n'avait pas l'idée
d'écrire en concerto un sixième qui dépasserait le cinquième. Donc le cinquième, on l'appelle l'empereur justement, parce qu'il est dédié à l'archiduc Rodolphe. Attention, pas le Rodolphe de Meyerling, mais l'archiduc Rodolphe, cardinal autrichien de la maison de Habsbourg-Lorraine, et qui était non seulement quelqu'un de bien formé, j'allais dire, à la politique, mais aussi à la musique. En effet, c'est lui qui va créer ce cinquième concerto. Donc il faut croire qu'il devait jouer pas mal déjà du piano. En 1809, dans des circonstances difficiles, préparatifs de la guerre d'Autriche, interrompus par les bombardements, l'occupation de Vienne. On va entendre le deuxième mouvement, qui est un chef-d'œuvre non seulement de Beethoven, mais de la musique, en forme d'un livre d'une simplicité remarquable, mais a nécessité un travail acharné quand on regarde les nombreuses esquisses que Beethoven a écrites dans ses carnets, dans ses cahiers. Ça lui demandait beaucoup de travail. C'est souvent comme ça, les œuvres les plus simples sont bien souvent les plus difficiles à réaliser. Donc on écoute ce deuxième mouvement. Il a une particularité, c'est qu'il s'enchaîne avec le troisième, nouveauté encore de Beethoven par rapport à ses prédécesseurs, où les morceaux étaient bien séparés. Là, au contraire, on arrive à un deuxième mouvement qui enchaîne avec le troisième. C'est original. On trouvera ça chez les grands compositeurs qui ont toujours apporté quelque chose. La sonate, par exemple, la grande sonate de Liszt au piano, il n'y a plus de mouvement à l'intérieur. Il y a plein de mouvements, mais il n'y a plus de mouvements séparés comme on pouvait les écouter encore chez Beethoven. Voici ce concerto, joué par un très grand pianiste qui est Arturo Benetti Michelangeli, avec l'orchestre de la RAI. La RAI, c'est l'orchestre de la radio italienne. Belle introduction d'orchestre et qui amène l'entrée du piano. Sans une mélodie toute simple. Une grande gamme descendante. C'était le deuxième mouvement donc, du concerto L'Empereur, dédié au cardinal, qui était que connaissait bien Beethoven, puisqu'il a pris des cours avec lui, l'archiduc Rodolphe. Ensuite, voici on arrive à la 7e symphonie, une aussi des plus connues.
En 1811-1812, la 7e symphonie que Beethoven appellera l'apothéose de la danse. Une de ses meilleures œuvres, dira Wagner aussi. Elle remporta un grand succès. Je vais vous faire entendre un petit extrait. Et dans cet extrait, les rythmes sont... Je vais faire attention dans le deuxième mouvement. Les rythmes sont... les rythmes grecs. Le dactyle et le spondé, ceux qui connaissent un petit peu la métrique grecque. Pam, 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 pam. Voilà, donc une longue et deux brèves. Pam, pam, deux longues. Donc il fait alterner cette succession de rythmes. Écoutez bien, je vais vous en rendre. Donc deux brèves, longues. Donc deux brèves, longues, longues. Ça démarre très très piano aussi. Wagner, qui était admirateur de Beethoven et en particulier de cette symphonie, il considérait comme un des grands chefs-d'œuvre du compositeur. Vous connaissez le rythme toujours? Pam, 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 pam. Parallèlement à ces compositions, toujours des sonates pour piano. Vous avez vu que j'ai fait le choix des symphonies parce que ce sont vraiment les grands piliers de sa composition et toutes des symphonies très originales et très particulières, aucune ne ressemble à l'autre, très différenciées. On arrive là sur la fin des grandes œuvres. Il va aussi composer de nombreux quatuors. Et le 13e quatuor s'achève par une grande fugue. Beethoven a eu connaissance de Bach, puisque un de ses professeurs, Nif, lui a appris la lumière employée, donc il a vu ce que c'était que la musique de Bach. Et il va composer, terminer ce 13e quatuor comme une grande fugue. Mais comme on s'aperçoit que ce quatuor, cette fugue, est tellement exceptionnelle, et qu'on lui dit, il détache cette fugue du quatuor, et il en fait une œuvre à part. Elle est dans le quatuor, mais elle est à part. Et cette grande fugue, eh bien, on va écouter, mais avant quelques mots, c'est le quatuor en si bémol majeur, le plus 133. Il fut composé en 1824 et 1825. Autrement dit, vous voyez, c'est juste 2 ans avant la mort de Beethoven.
Il a été donc détaché, comme je vous disais, et publié en 1827, donc l'année même de sa mort. C'est une œuvre visionnaire, monumentale dans ses dimensions, dans sa puissance expressive. Elle est considérée comme le couronnement de l'œuvre pour quatuor de Beethoven, même s'il va écrire encore 2 quatuors après. La Grande Fugue est une des dernières œuvres du compositeur. Elle était aussi au départ le 6e et dernier mouvement du 13e quatuor. Beethoven estimait beaucoup sa fugue, à propos de laquelle il avait confié à son ami violoniste Holst: ce n'est pas de l'art que de faire une fugue. J'en ai fait des douzaines à l'époque de mes études. Mais l'imagination réclame aussi ses droits, et aujourd'hui il faut qu'un autre esprit véritablement poétique entre dans la forme antique. Le quatuor fut créé en 1826. Seuls les 2e et 4e mouvements furent applaudis et lissés. Beethoven, se laissant rapporter la scène, entra dans une rage et déclara: les bœufs, les ânes, oui, ces friandises, ils se les font resservir encore une fois. Pourquoi pas plutôt la fugue? En effet, il aurait dû que ce soit la fugue, mais elle aurait dû être rejouée, mais elle n'a pas été rejouée. Pour ces dimensions hors du commun, la virtuosité qu'elle exigeait des exécutants de l'époque et l'accueil glacial du public conduirent l'éditeur Artaria à réclamer que la fugue soit séparée du quatuor et publiée à part, pour qu'on puisse avoir le quatuor qui lui a eu succès. Beethoven, qui n'avait jamais eu pour habitude de se soucier des caprices du public, ni des doléances des instrumentistes, ne s'exécuta qu'à grand regret. Il composa ensuite le reste du quatuor. La Grande Fugue fut publiée après la mort de Beethoven, en partitions séparées, chez Matthias Ariana à Vienne, un grand éditeur, avec une dédicace à l'archiduc Rodolphe d'Autriche, celui qu'on a vu juste avant. La Grande Fugue est une démonstration des procédés expérimentés par Beethoven dans sa dernière période créatrice. Ainsi, elle combine la forme sonate, le style fugué et la variation. Elle partage avec la finale de la 9e symphonie la particularité de contenir plusieurs sections comme autant de mouvements à l'intérieur d'un unique grand mouvement. Chaque section est construite sur une transformation du thème initial. Sa durée d'exécution laisse rêveur, elle dure 15 minutes. Donc, plus que beaucoup de quatuors écrits par ses contemporains. Le 1er décembre 1959, un manuscrit original comportant 80 pages de la Grande Fugue, la version transcrite par Beethoven au piano à 4 mains, est publié sous l'opus 134. Il a été vendu à Londres chez la maison Sotheby's, c'est une anecdote ça, pour 1,6 million d'euros. Le manuscrit de la Grande Fugue, dont je viens de vous parler. Et celui qui l'a racheté, Bruce Kovner, était un multimilliardaire qui a fait don ainsi que 139 autres partitions originales et rares à la Juilliard School en février 2006. La Juilliard School, c'est la grande école qui a un œil à Londres, mais il y en a une à New York. Le manuscrit avait été retrouvé dans les cadres du Palmer Theological Seminary de Philadelphie en juillet 2005. C'est incroyable. Alors, ensuite, on écoute un petit extrait de cette Grande Fugue, un extrait, parce qu'elle dure 15 minutes. Alors, je ne vais pas vous mettre tout le. Les Allemands disent la grosse fugue. C'est vrai qu'elle est moderne pour les oreilles de l'époque. C'est pas la photo qui est là. Mais c'est là. Je n'ai pas mis de photo pour.
donc c'est juste très peu d'années avant sa mort. C'est une œuvre qui est révolutionnaire. On dirait presque une œuvre contemporaine, tellement elle est dure. Il faut vraiment être assidu pour écouter une œuvre comme ça, et pourtant c'est vraiment une très très belle pièce. Les gens qui ne sont pas trompés, les spécialistes, parlons de cette œuvre. Alors il nous reste évidemment la dernière grande œuvre après celle-ci, c'est la grande œuvre de la fin de sa vie, c'est la 9e symphonie, commencée à partir créée en 1824, et cette symphonie, évidemment, c'est un des grands chefs-d'œuvre de Beethoven, et là aussi, il va faire éclater la forme comme pour le concerto, je vous ai dit tout à l'heure, ce concerto de l'empereur, où il associe les deux derniers mouvements. Là, il va révolutionner la forme en mettant des chœurs, ce que vont faire de nombreux compositeurs comme Mahler, par exemple, après. Il introduit le dernier mouvement de cette œuvre, les chœurs. Alors, avant d'arriver au chœur à la fin, il va récapituler les thèmes des 4 mouvements qui précèdent. Il va les traiter ensemble et ils vont arriver à l'ouverture du cœur, au Freud, aux joies. Il est écrit sur ce texte est écrit sur un texte de Schiller, un poème de Schiller, et qui avait été écrit dans les années 80 et que Beethoven avait trouvé très intéressant et très beau, et s'est dit je vais le réutiliser. Ce thème, évidemment, de la fraternité, je vous ai mis la première phrase au début, vous vous rappelez, la fraternité, c'est un thème qui est très cher à Beethoven. Et c'est pas pour rien si Beethoven a retenu que 3 strophes sur il y en a une dizaine, je crois, sur les 3 strophes qui se ralliaient à sa pensée, évidemment, à ce qu'il voulait exprimer. Et c'est pas pour rien si on a choisi justement l'hymne à la joie comme l'hymne européen. Et c'est peut-être pas pour rien aussi si Macron, si vous vous rappelez, a choisi ce thème quand il a descendu le Louvre là, au moment de démarrer sa présidence de la République. Il a voulu placer ça sous le thème de l'hymne à la joie, de la paix, de la fraternité. C'est une œuvre qui a évidemment eu un grand succès, qui est jouée régulièrement, mais qui demande des forces assez imposantes, des solistes de très haut niveau, pour donner cette pièce qui connut un très grand succès et qu'il connaît encore maintenant. On va l'écouter. C'est la deuxième symphonie, c'est l'extrait de la deuxième symphonie. Oui, l'écriture de Beethoven, elle n'est pas facile à gérer. C'est juste la fin. Voilà, le soliste, Freud. On va reconnaître le thème, il va le donner. La légende dit que lors de la création de cette œuvre, c'est pas Beethoven qui dirigeait parce qu'il était complètement sourd, mais il était placé à côté du chef, il tournait le dos comme on dit, au public, il regardait l'orchestre, le chef était là, et il lui donnait tous les tampons des mouvements, parce que ça lui donnait d'entendre, il donnait les tampons au chef. Et après, ça a été un tonnerre d'applaudissements, un succès incroyable, toutes les salles étaient debout et applaudissaient à tout rond. Beethoven ne bougeait pas, il était assis, par derrière. Il a fallu que le chef le prenne, le tourne face au public pour qu'il voit l'enthousiasme qu'il y avait à la composition de son œuvre.
J'ai écouté cette 9e symphonie donnée à la salle Rameau, avec l'orchestre de Lyon à l'époque, et les chœurs qui étaient dans les tribunes, ceux qui connaissent la salle Rameau. Il y avait une tribune au-dessus de la scène, et avec, je crois, 200 chanteurs, et ça me fait une forte impression, évidemment, comme ça fait à toutes les personnes qui écoutent cette œuvre. Alors, nous allons maintenant aborder un petit point, pour terminer, c'est les rapports de Beethoven avec Schubert. Ils ont vécu ensemble. Difficile de faire la part entre la légende et la vérité. Schubert portait une admiration sans borne pour Beethoven, une vénération à tel point que pour l'anniversaire de sa mort, donc en 1828, un an après, il est mort en 27, en 28, sur ses propres deniers, il a donné plusieurs concerts pour faire ériger un monument à la mémoire du maître. Et il est mort 2 mois après. Schubert a déploré à la mort de Beethoven qu'il était si peu abordable et il aurait tellement aimé s'approcher de lui. Hüttenbrenner dit « Je sais de façon positive que le professeur Schindler, Schubert et moi, nous fîmes une visite à Beethoven environ 8 jours avant sa mort, soit aux environs du 18-19 mars 1827. Schindler nous annonça tous les deux et demanda à Beethoven lequel de nous deux voulait-il voir le premier. Beethoven dit que Schubert entre d'abord. J'en conclus que Schubert était connu de Beethoven depuis longtemps. Ce qui est sûr, c'est que Schubert et Beethoven n'ont pu avoir une conversation très profonde ensemble, vu l'état de Beethoven et vu la timidité de Schubert. Ce qui est sûr, c'est que les deux génies se sont reconnus in extremis. Beethoven a composé quelques lieder, pas beaucoup par rapport à Schubert, qui en a composé plus de 600. Et ce qui est sûr, c'est que on dit à propos des Beethoven a traité une dizaine 10 fois à peu près le même texte que Schubert. Et des spécialistes disent tous que les leaders Schubert sont beaucoup plus fins, les leaders Beethoven sont beaucoup plus fins que ceux de Schubert. Bon, difficile à comparer parce que les deux, à mon avis, sont toujours aussi beaux et aussi bien. Enfin, c'est pour dire qu'il a peu traité les leaders Beethoven, mais il l'a fait de manière admirable. Je vous propose d'en entendre un qui est à partir d'une scène de Faust, Fröhlich Floblied, qui est un lied à la puce. C'est le même lied que traite, qui est très connu celui-ci. Celui-ci n'est pas connu, je vais vous passer. Mais l'autre est très connu, c'est le lied qui est dans la damnation de Faust de Berlioz. Et cette scène se passe dans une taverne de l'Auerbach à Leipzig. Si vous êtes allé à Leipzig, je sais qu'il y a des grands connaisseurs de Bach. En plein centre, pas loin de l'église Saint-Thomas et à côté de l'hôtel de ville, il y a une fameuse taverne, l'Auerbach, et on descend dans le sous-sol, et c'est immense dedans, et c'était très célèbre à l'époque de Berlioz déjà. Et là, à l'entrée, il y a 2 statues de Faust et Méphisto qui vous accueillent à l'entrée. Alors, que son fils, c'est aussi un petit détail. Voilà, le père de Goethe ne voulait pas que son fils aille traîner dans et même pas qu'il soit courtisan. Et c'est une forme de petite vengeance que Goethe écrit dans cette musique pour mettre en valeur un côté, disons, le côté courtisan, en traitant les courtisans comme une puce qui veut s'habiller
sais pas si on a la photo. C'est bien. Non, après. Je vous en lis rapidement le texte. Une puce gentille chez un prince logeait, comme sa propre fille. Le brave homme l'aimait, et, l'histoire l'assure, par son tailleur un jour lui fit prendre des mesures pour un habit de cour. L'animal plein de joie, dès qu'il se vit paré d'or, de velours et de soie, et de croix décorées, fit venir de province ses frères et sœurs, qui, par ordre du prince, devinrent grands seigneurs. Mais ce qui fut le pire, c'est que les gens de cour, sans oser rien dire, se grattaient tous les jours. Cruelle politique, quel ennui que cela. Quand la puce nous pique, amis, écrasons-la. Et dans le piano, à la fin, il y a deux petits accords qui traduisent écrasons la puce. Alors je vous la fais entendre. Voilà. C'est une pièce très rare, ça. On entend très rarement. Es war einmal ein König, der hat einen großen Floh, die mir gar nicht wenig, als wie seinen eigenen Sohn. Da rief seinen Schneider, der Schneider kam heran, war es den Lupperkleider und biss ihm Hosen an. L'interprète est Jan Bostrich. C'est grand interprète. Ils écrasent la puce. Sur ces accords. Voilà, on termine très vite. C'est la photo la importante, c'est les funérailles de Beethoven. Tout à l'heure, je vous dis 30 000 personnes, voire plus. Pourtant, sur la fin de sa vie, Beethoven avait moins de succès. On voulait entendre une musique plus facile, une viennoise. Ça va être la période qui va arriver avec les Strauss en particulier. Mais quand même, il souffre beaucoup parce que sa maladie, mais tous ses principaux protecteurs disparaissent. Le prince Kinsky, le prince Lichnowsky, le prince Lobkowitz. Je n'ai plus d'amis, dira-t-il, je suis seul au monde. Sa situation matérielle se dégrade. Les procès, en effet, pour la garde de son neveu Karl, qui s'appelle le fils de son frère Karl, s'appelle le neveu aussi Karl, qui est facile pour s'y référer. Et il est malade, et ça lui coûte très cher. Et puis, il a aussi la tristesse des mauvais rapports avec sa belle-sœur, donc la femme de son frère Karl, qui devait être très très pénible, puis Beethoven ne devait pas être facile non plus. Mais il l'appelle la reine de la nuit. Ça veut tout dire. Qualification, ça veut dire l'ambiance qu'il y avait dans la famille. Et ce beau garçon, Karl, le neveu, donc, est blackboulé d'un côté à l'autre. Il fera comme de bonnes études et il fera comme pas mal. À Vienne, en 35 ans, Beethoven va déménager 30 fois. 35 ans, 30 fois. Ça va pas une fois par an. Et quand vous êtes à Vienne, vous vous promenerez, il y a des petits panneaux qui indiquent ici Mozart a vécu, ici Schubert, ici, et les nombres de pancartes où Beethoven a vécu sont 30 fois. Donc Beethoven meurt le 26 mars, vers 5 heures, un violent coup de tonnerre retentit, en même temps un éclair illuminait la chambre, devant la maison, le sol était couvert de neige. À ce phénomène si extraordinaire qui m'impressionna vivement moi-même, Beethoven ouvrit les yeux tout grands, il souleva sa main droite. Quand sa main droite retomba sur le lit,
Ses yeux étaient à demi voilés. Ma main droite soulevait sa tête, ma main gauche s'appuyait sur sa poitrine. Aucun souffle ne sortait plus de ses lèvres. Le cœur avait cessé de battre. Il est enterré dans l'église de la Trinité, et, enfin les funérailles, exactement. Ensuite, il est enterré dans un cimetière, et puis en 1888, Schubert et Beethoven sont réunis dans ce qu'on appelle le carré des musiciens au cimetière central de Vienne. Un petit peu, eux qui sont pratiquement jamais vus, et en grand progrès évidemment de Schubert, eh bien, ils sont retrouvés pour l'éternité dans ce quartier de la capitale. La paix et la liberté sont les plus grands biens, dira-t-il dans ses carnets intimes en 1815. Voilà, je vous remercie. Beethoven est enterré à Vienne. Est-ce que chez lui il y a un sentiment d'appartenance, un sentiment national, patriotique? Est-ce qu'il se considère comme autrichien, comme rhénan, comme allemand? Est-ce que ça a de l'importance pour lui? Je pense qu'il se considère un citoyen du monde. Sa musique, c'est ce qu'elle exprime. Il est citoyen du monde, c'est-à-dire qu'il n'est ni prussien, ni rhénan, ni autrichien. Il est pour l'homme, la fraternité, comme je vous l'ai dit, la paix, c'est son grand thème. Donc je pense qu'il ne faut pas l'associer à... Et c'est pour ça que le choix de l'Europe a été judicieux, je trouve, de prendre ce thème comme marche européenne, comme hymne européen. La partition de la pastorale qui était présentée était en français. Ah non, la 9e, c'est la 9e. Pas la partition, le manuscrit, la feuille du titre était écrit en français. Oui, c'est possible, ça. Oui, bien sûr, c'est possible. Donc vous parlez français. Ah oui, mais à l'époque, vous savez, les Français étaient une langue très dans les cours. Comme il a fréquenté le prince Tchaïkovski, tous ces princes, c'est tous des princes qui parlaient français à cette époque-là. Dans toutes les cours, et la cour autrichienne la plus forte, parlait bien français. Et il y a eu tout de même une révolte des compositeurs de musique contre Beethoven. Comment? Il n'y a pas eu une révolte des compositeurs de musique contre Beethoven autour de la musique moderne, justement. La musique il écrit. On va toujours casser l'influence de Beethoven pour inventer encore plus neuf que lui. Non, vous Bien sûr, on avait beaucoup plus neuf que lui, évidemment. Après, oui. Mais déjà, lui, c'était révolutionnaire. Je voulais montrer cet aspect-là avec la grande fugue, justement. C'est là où il est le plus révolutionnaire dans l'harmonie, dans le traitement, Mais ça... Autour de Weber, Après, l'histoire se suit. Mais lui, il s'inscrit bien dans l'histoire. Après, il va y avoir des autres compositeurs comme Liszt qui vont arriver, qui vont encore avancer. Mais lui, il n'y a pas de rupture, disons. La différence, si vous voulez, avec Weber, Schoenberg, c'est eux qui ont fait une rupture totale. Oui, c'est ça. Puisqu'ils ont quand même cassé le code de la mélodie, enfin de l'harmonie, disons, traditionnelle, en faisant des 12 demi-tons. Ça ne voulait pas dire qu'ils ont gardé des principes. Hein. Par exemple, chez Schoenberg, ils ont ce qu'on appelle la mélodie de timbre. Mais avant la mélodie, si vous voulez, elle a un début, un sommet et une fin, une tonique, dominante, tonique, pour faire plus simple. Alors qu'eux, ils ont toujours une mélodie, mais on ne peut plus, quand on prend les 12 demi-tons de la gamme, c'est ça qu'on dit dodécaphoniste, les 12 demi-tons de la gamme, on ne peut plus avoir cette relation de la tonique à la dominante. Par contre, ce qu'ils ont gardé, les successeurs, toute cette branche-là, ils ont gardé la manière d'écrire, la mélodie de timbre. Et je me souviens avoir suivi une masterclass avec Boulez, qui nous a montré, c'était au théâtre de la Cité, c'était très intéressant parce qu'il avait mis l'orchestre à l'envers, son orchestre, et lui, donc, il nous regardait, et l'orchestre nous tournait le dos, et il a montré comment une mélodie qui partait de la flûte, violon, passait à l'alto, à la trompette, au hautbois, etc., avec le violoncelle, contrebasse. En fait, la mélodie traversait toute la partition, tout le monde. Mais elle changeait chaque fois d'instrument. Alors c'est sûr que quand on a bien écouté, quand on a bien expliqué, qu'ensuite on entend le passage, on comprend tout. Mais il faut avoir les clés de lecture. Et pour ça, Beethoven, il n'y a pas une rupture
si forte. Il y a une rupture, mais pas si forte. Daniel. Oui, vous avez dit que son nom était d'origine flamande. Oui. Alors finalement, comment doit-on prononcer de manière correcte Beethoven? Oui, mais tout le monde dit Beethoven. Parce Et ça demande évidemment qu'on prononce toutes les syllabes. Non, mais c'est juste. On peut dire Beethoven, évidemment. Mais on prononce la part gens, tout le monde dit Beethoven. Parce que c'est la manière un peu allemande de prononcer son nom. Comme il a vécu en langue allemande, vous savez, que ce soit en Allemagne ou en Autriche, on dit Beethoven, mais d'origine flamande, on va dire effectivement. On dit Eindhoven, on dit pas Eindhoven. Donc Beethoven, on peut dire. C'est juste. Tout à fait. Merci.